Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, un débrief spécial consacré à l'amont et la généralisation de l'assurance maladie. Et donc, c'est fait. Depuis le 1er décembre, ce sont près de 11 millions de personnes qui rejoindront la CNSS et bénéficieront de l'AMO. 11 millions de personnes à leurs ayants droit qui, depuis quelques jours, n'auront besoin de rien d'autre que d'avoir été inscrits au régime d'assistance médicale pour les économiquement démunis, le RAMED, plus connu donc sous l'acronyme RAMED. Pour ceux qui ne s'en sont pas aperçus, il s'agit d'une véritable révolution, soulignée par le fait que pour les nouveaux inscrits qui sont dans l'incapacité de s'acquitter de leurs cotisations, l'État prendra en charge ces cotisations tant que les bénéficiaires seront dans l'incapacité de le faire et couvrira également les conjoints et les enfants en situation de handicap ou suivant des études supérieures. Alors concrètement, de quoi ces 11 millions de bénéficiaires bénéficieront-ils? Eh bien d'à peu près tout, et dans tous les cas d'un panier de soins identique à celui des salariés. Soins préventifs et curatifs liés au programme prioritaire de l'État, analyse de biologie médicale, radiologie, imagerie médicale, lunetterie médicale, soins bucco-dentaires. Et ces nouveaux bénéficiaires pourront consulter tant dans le privé que dans le public, sachant que hôpitaux, CHU et dispensaires prodigueront des soins et consultations gratuites. On l'a compris, avec environ 11 millions de personnes, soit 4 millions de ménages, un peu moins du tiers de la population du pays et la moitié de ces ménages, il s'agit là d'une opération pharaonique qui a suivi plusieurs étapes pour pouvoir être aujourd'hui concrétisée. Nous entrerons dans le détail de cette opération avec celui qui est chargé de la mettre en œuvre, le directeur général de la CNSS, Si Hassan Boubrik. Bonjour Si Boubrik. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec moi sur le plateau pour poser les questions et interroger M. Moustapha Shimi, professeur de droit et politologue. Merci à vous, messieurs. Première question directe, Si Boubrik, un retour donc sur la genèse de cette opération depuis son lancement par Sa Majesté le Roi en avril 2021 et les différentes étapes qui ont été parcourues depuis. Vous l'avez mentionné, c'est un chantier royal qui a été lancé sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a d'ailleurs fait l'objet qui a été mentionné à la fois dans le discours du trône et également dans le discours à l'occasion de l'ouverture de la session d'automne du Parlement en octobre 2020. Après, il y a eu l'adoption de la loi cadre par le Parlement sur la protection sociale. Cette loi cadre a tracé à la fois un calendrier très précis et des objectifs aussi très précis. 2021-2022 pour généraliser l'assurance maladie obligatoire, puis 2023-2024 pour les allocations familiales, et enfin 2025 pour l'indemnité de perte d'emploi et pour la retraite. Alors, le chantier a connu une accélération en réalité à partir d'avril 2021, la signature des conventions devant Sa Majesté, et on a commencé l'intégration des travailleurs non salariés. C'était la première catégorie de population qui ont été intégrées dans l'assurance maladie obligatoire. Ce chantier d'intégration des TNS a véritablement connu un coup d'accélérateur à partir de décembre 2021, avec le début d'adoption des décrets des premières catégories, c'était des catégories notamment des professions paramédicales et un certain nombre d'autres professions. Et puis ça s'est accéléré. À la date d'aujourd'hui, la quasi-totalité des décrets ont été adoptés et publiés dans le bulletin officiel. Si la mémoire est bonne, il s'agit à peu près de 26 décrets et qui concernent une population de 2,3 millions de travailleurs non salariés qui aujourd'hui ont d'ores et déjà été immatriculés à l'assurance maladie obligatoire à la CNSS. Nous sommes passés par la suite à la deuxième étape qui est importante, c'est celle de l'intégration des bénéficiaires du RAMED qui ont basculé vers l'assurance maladie obligatoire à partir du 1er décembre. Alors, il s'agit d'une population d'assurés principaux. En réalité, nous avons reçu des bases de données que nous avons reçues de l'Agence nationale de l'assurance maladie. On avait une population de 3,9 millions d'assurés principaux. Sur les 3,9, nous avons remarqué qu'il y a à peu près 250 000 qui bénéficient déjà de l'assurance maladie obligatoire au titre de l'AMO des TNS, des travailleurs non salariés, ou de l'AMO des travailleurs salariés. Et donc, nous avons d'ores et déjà immatriculé 3,6 millions de personnes pour une population globale bénéficiaire qui serait autour de 10 millions de personnes. Alors, cette population a commencé déjà à bénéficier de l'AMO, puisque leurs droits ont été ouverts dès le premier jour, la cotisation étant payée, et vous l'avez mentionné, par l'État, tant que ces populations n'ont pas la capacité de s'acquitter de leurs contributions. Alors, si vous permettez, on va évidemment revenir sur tous ces aspects de ce chantier social, mais on va peut-être parler, pour commencer, de la CNSS.
Alors, deux questions sur la CNSS. Elle était sous tutelle auparavant du ministère du Travail. Elle est passée depuis 2 ans sous la tutelle du ministère des Finances. Pourquoi? Ensuite, sa composition tripartite. C'est 24 membres au conseil d'administration, 8 pour l'État, le gouvernement, 8 pour les employeurs et 8 pour les travailleurs. Alors, pourquoi cette composition tripartite? C'est un modèle qui est revu d'ailleurs à l'international. Alors, d'abord, la question de la tutelle. Nous étions effectivement sous la tutelle du ministère de l'Emploi, mais en réalité, on avait une double tutelle, puisqu'on avait une tutelle technique du ministère de l'Emploi et une tutelle financière du ministère des Finances. Nous avions des relations très fluides avec le ministère de l'Emploi et ça se passait très bien. Alors, le passage vers la tutelle du ministère des Finances, en réalité, ajoute plus d'efficacité et aide à la prise de décision de manière plus rapide. Et je pense qu'elle était utile, surtout dans ce contexte de généralisation de l'assurance maladie obligatoire, avec un calendrier qui était extrêmement serré. Et le fait d'être sous la tutelle du ministère des Finances nous a aidés pour être au rendez-vous, justement. La question de la gouvernance, alors cette gouvernance tripartite est une gouvernance d'abord historique. Elle date du texte de 1972 qui régit la CNSS. Alors, il y a quelques changements. Par exemple, sur la partie RAMED, le conseil d'administration n'est pas tripartite, il est composé par des membres de l'administration. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de gouvernance globale, je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire et il est temps de revoir la gouvernance globale, non seulement de la CNSS, mais de la protection sociale, de la sécurité sociale de manière plus large, afin d'introduire un peu plus d'efficacité dans les prises de décision, tout en gardant cet esprit de concertation où on implique l'ensemble des parties prenantes, à savoir d'abord les employeurs, parce qu'ils contribuent, les représentants des salariés, qui sont les syndicats, mais également les représentants des autres professions, notamment les travailleurs non salariés ou d'autres. Les syndicats se plaignent de cette composition tripartite. Vous le savez, un certain nombre de critiques, syndicats UMT en particulier, ils se plaignent du fait qu'ils n'ont pas tellement voix au chapitre, du fait que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité, 8 pour les employeurs et 8 pour l'État. Pour avoir assisté à beaucoup de conseils d'administration, avant même que je ne sois directeur général, j'étais membre du conseil d'administration quand j'étais représentant du ministère des Finances. Il n'y a pas de blocage en général sur des décisions. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, il y a des décisions qui sont prises par le conseil, mais qui sont en réalité plus des recommandations que des décisions, puisque ces décisions relèvent soit de la loi, soit du réglementaire, et donc doivent par la suite être approuvées par le gouvernement ou par le Parlement pour qu'elles soient mises en place. Mais généralement, ce que nous avons remarqué, c'est que les conseils, en tout cas les derniers conseils, se passent plutôt dans une logique plus de consensus et dans une logique d'une volonté de faire avancer les choses. Parce qu'il y a davantage de dialogue social, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tout à fait. Alors, un retour sur l'AMO. Sa vie, son œuvre, en quelque sorte, combien de bénéficiaires, comment ça fonctionne, quels sont les délais de traitement, combien ça coûte? Alors, en termes de bénéficiaires, nous sommes à peu près aujourd'hui pour la partie salariée à 8 millions de bénéficiaires globaux. Sur la partie AMO Tadamon, c'est-à-dire qui est le régime qui est réservé aux ex-ramédistes, nous sommes aujourd'hui à peu près à 10 millions de bénéficiaires. Et sur la partie travailleurs TNS, nous avons 2,3 millions d'immatriculés d'assurés principaux. Si on estime la population des bénéficiaires des ayants droit, on aurait à peu près 5 à 6 millions de plus. Donc on a 8 plus 10 plus 6 millions à peu près de bénéficiaires aujourd'hui sur l'AMO, gérés par la CNSS. Alors concrètement, comment on fait pour inscrire autant de millions, j'ai un chat ou un chaton dans la gorge comme on dit, pardon, comment on fait pour inscrire autant de millions de personnes en basculant d'un régime à un autre? Quels sont les organismes d'État qui sont concernés, les institutions impliquées, les techniques employées? Comment ça s'est passé concrètement? D'abord, c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation pour être au rendez-vous. Deuxièmement, s'agissant des immatriculations en particulier, et notamment pour les travailleurs non salariés, la loi 98-15 qui a été approuvée par le Parlement prévoit ce qu'on appelle une immatriculation de masse. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin que les personnes s'immatriculent un à un. Alors, la loi a prévu ce qu'on appelle un organisme de liaison.
Par exemple, pour les agriculteurs, c'est le ministère de l'Agriculture. Pour les commerçants et les artisans, c'est le ministère chargé de l'artisanat ou du commerce. Ces organismes de liaison nous fournissent les bases de données des populations qui appartiennent à leur catégorie. Et à partir de là, nous procédons à une immatriculation de masse. Donc ces gens-là deviennent de fait adhérents au régime. Et puis nous avons mis tout un dispositif pour pouvoir à la fois les contacter. On les contacte par SMS lorsqu'on a les numéros de téléphone. On a mis en place à la fois un portail, un serveur vocal, un centre d'appel, pour à la fois les inviter à déclarer leur famille, à créer leur espace privé, et puis après, pour pouvoir suivre tous les services que nous offrons. Vous avez bénéficié du concours d'un certain nombre d'institutions sectorielles, donc c'est des banques de données sectorielles, et à votre niveau, c'est des banques globales, vous avez des datas à votre disposition. Tout à fait, tout à fait. Alors comment vous travaillez? Alors, nous recevons ces bases de données. D'abord, nous confrontons ces bases de données pour vérifier est-ce que les données signalétiques sont des données fiables ou pas, notamment avec la Direction générale de la Sûreté nationale, pour voir est-ce que le numéro de CIN correspond au nom. Donc il y a quand même un pointage très précis. Bien sûr, il y a un pointage très précis. Après, nous vérifions d'abord sur nos propres bases de données si la personne ne bénéficie pas déjà de l'AMO. Nous faisons également un échange avec la CNOPS, et avec la mutuelle des phares. Et donc, nous faisons tout un travail de confrontation avec d'autres bases de données pour être sûr que la personne concernée, d'abord, la fiche signalétique est fiable, et deuxièmement, qu'elle ne bénéficie pas de l'assurance maladie obligatoire par ailleurs. Après, nous avons un échange avec les opérateurs télécoms qui nous fournissent les numéros de téléphone de ces personnes-là. Et nous avons un échange aussi avec les banques qui nous donnent les RIB, les relevés d'identité bancaire. Alors tous ces échanges, bien sûr, se font sous la houlette de la CNDP. Et donc nous avons tout un processus et nous avons toutes les autorisations de la CNDP qui garantit une utilisation conforme à la loi de l'ensemble de ces données-là. Donc une fois qu'on a passé à travers cette moulinette-là, nous immatriculons les personnes pour lesquelles nous avons un numéro de téléphone. Donc on leur envoie systématiquement un SMS qui les informe qu'ils ont été immatriculés, qui leur donne le numéro d'immatriculation et qui les invite à aller sur notre portail. Une fois qu'ils vont sur le portail, ils vont renseigner un certain nombre d'informations simples et ils pourront créer leur espace privé, recevoir leur login et leur mot de passe. Et à partir de cet espace privé, ils peuvent à la fois déclarer leur famille, c'est-à-dire leurs conjoints et leurs enfants, et puis suivre tous les services que nous rendons à travers ce portail. Vous avez au plan national le meilleur fichier social qui soit. Nous avons l'un des fichiers les plus importants. Question incidente, est-ce que ça peut servir au HCP ou à d'autres organismes pour affiner des études sur la consommation, les familles, etc., les jeunes? Nous faisons un travail aujourd'hui très important et on a une stratégie extrêmement ambitieuse sur tout ce qui est data à la CNSS, parce que nous pensons que l'un des facteurs clés de notre succès, c'est notre transformation digitale en apportant à la fois des services digitaux avec une qualité de service très élevée et un coût qui est très faible, mais également l'utilisation de la data dont nous disposons à plusieurs niveaux. Ce n'est pas uniquement la data sociale. Nous avons des données sur les consommations médicales de nos assurés. Donc nous sommes capables de dire à n'importe quel instant qu'est-ce qu'un assuré consomme comme médicament, qu'est-ce qu'il a comme pathologie, comment sa santé évolue. Nous pouvons faire un travail extraordinaire à partir de ces datas-là, à la fois en termes de prévention, de maîtrise des dépenses, mais également mettre à la disposition de l'écosystème, c'est-à-dire nos partenaires, que ce soit des départements ministériels ou même parfois du secteur académique, le HCP ou d'autres, des données bien sûr agrégées et qui sont anonymisées, mais qui permettent à la fois d'avoir une meilleure analyse à la fois de ce qui se passe sur le côté santé, sur le côté social, sur le côté du travail. Donc nous avons vraiment une stratégie extrêmement ambitieuse sur ce plan-là, que nous que nous voulons déployer sur les 2, 3 ou 4 prochaines années. Alors vous êtes rassuré, le HCP aura toutes les données. Si vous me permettez une question incidente, sur ces bases-là, est-ce que vous avez la possibilité de faire des projections sur l'état de santé des Marocains dans un avenir prévisible,
notamment quelles sont les maladies chroniques, les maladies des affections longue durée, etc., avec des projections sur 2025, 2030 et au-delà. Du fait du vieillissement de la population en plus. Est-ce qu'il appartient à la CNSS de faire justement ce genre de prévision? Nous sommes un assureur maladie et nous sommes un établissement qui opère dans la sécurité sociale. En tant qu'assureur maladie, c'est de notre devoir de gérer le risque et de l'anticiper, de le prévenir, de le réduire. Je pense que la CNSS doit se transformer et doit évoluer d'une caisse qui liquide simplement des prestations sur la base de la conformité simplement à un véritable assureur qui gère le risque, mais qui apporte aussi une vraie valeur ajoutée au secteur de la protection sociale et à la collectivité. Alors, pour répondre à votre question sur les anticipations, aujourd'hui, les outils d'analyse des données, de big data, d'intelligence artificielle permettent de faire beaucoup de choses. Après, ça demande beaucoup de temps, ça demande des moyens, des ressources qui se déploient dans la durée. Mais je pense que notre rôle en tant qu'assureur, il est important. Et nous voyons ce rôle-là comme un véritable partenaire du ministère de la Santé et des autres parties prenantes. Quel est l'objectif final? L'objectif final, c'est, pour nous tous, dans le domaine de la santé par exemple, c'est d'assurer un accès aux soins qui soit facilité parce qu'il est financé. Personne n'a d'obstacle à accéder aux soins. Mais aussi un accès aux soins qui soit de qualité. Et enfin, c'est aussi à travers la prévention, à travers le monitoring, c'est de garder la santé des Marocains le plus possible. Alors revenons à ce qui nous préoccupe pour aujourd'hui, justement, avant les prévisions. Et c'est vrai que en tant qu'assureur, vous devez prévoir un peu ce qui va se passer par la suite. Mais on revient à cette question du paiement par l'État des cotisations pour ceux qui ne peuvent pas le payer. Alors combien déjà l'État payera et comment sont calculées ces cotisations? Quel en est le montant? Alors, le montant des cotisations est assis sur le SMIC. Donc c'est 6,37% du SMIC pour la partie les ex-aramidistes, donc la population qui est dans la capacité de payer ses contributions. Donc c'est le montant de la cotisation, le taux qui a été arrêté, et l'assiette, c'est le SMIC. Il me semble que le montant budgétisé cette année est autour de 9,5 milliards de dirhams, montant budgétisé dans le cadre de la loi de finances. Et on reste sur la question financière, donc il faut pour rembourser, gérer les cliniques, payer les personnels, il faut des moyens. Donc comment est financé d'une manière générale, dans les grandes lignes, avec les chiffres, le système AMO, et comment on peut considérer qu'il y a une soutenabilité sur le temps? On parlait tout à l'heure d'une échéance. Il y a deux choses. Il y a les frais de gestion dont vous parlez, c'est-à-dire concrètement, c'est tout le personnel qui travaille à la CNSS, les investissements en matière de système d'information. Quel est le budget de la CNSS? Le budget de la CNSS est autour de 2,5 milliards de dirhams, globalement. Qui correspond à quel chapitre? Globalement. Globalement. Tout confondu. Alors, si on rapporte ça aux cotisations, pour avoir un ratio, on est à peu près autour de 4,5% des cotisations, ce qui est un ratio qui est vraiment plutôt qui n'est pas mauvais. Donc on a plutôt une bonne maîtrise de nos dépenses de gestion. Et d'ailleurs, cette maîtrise des dépenses de gestion a été rendue possible par la digitalisation. Il faut dire que la CNSS était l'un des établissements qui a commencé très tôt la digitalisation. Le premier portail pour les affiliés, il date, il me semble, de 2000 ou de 2002, c'est Damalcom. Aujourd'hui, tous les affiliés, les entreprises, déclarent leurs salariés, payent à travers ce portail-là. Et nous avons aujourd'hui toute une panoplie d'outils digitaux qui sont mis à la disposition de nos assurés. Donc en termes de financement de ce budget-là, bien sûr, ce budget est financé par les régimes eux-mêmes. Et donc les dépenses des régimes, il y a à la fois la contribution au budget de fonctionnement et d'exploitation de la CNSS, et puis il y a le budget technique des dépenses qui sont, pour l'AMO, c'est les remboursements, les prises en charge. Pour la pension, c'est des pensions qui sont payées. Et pour différentes branches, c'est vraiment les prestations qui sont payées. Et pour le recouvrement, comment ça se passe? Alors, je sais que pour les entreprises affiliées, il y a des méthodes qui sont rodées. Mais pour ces nouveaux assurés, pour des petites cotisations de 200 dirhams, de 300 dirhams, comment et quand enclencher le processus de recouvrement? Alors, d'abord, nous avons mis toutes les facilités pour que les gens puissent s'acquitter de leurs cotisations. C'est-à-dire aujourd'hui, un travailleur non salarié peut payer
à l'agence CNSS, il peut payer dans les points de proximité. Pour les paiements des cotisations, c'est plus de 4000 points. C'est les fameux Barid Cash, Shabi Cash, Wafa Cash, etc. Il peut payer à travers Internet, par carte bancaire, à travers le multicanal. Donc tous les canaux pour le paiement des cotisations sont extrêmement facilités. Il peut aussi autoriser un prélèvement bancaire, ce qui nous permet de prélever et sans problème, et comme ça il n'oublie pas de payer et il ne verra pas ses droits fermés. Alors maintenant sur la partie recouvrement, sur les travailleurs non salariés, nous avons 2,3 millions de personnes qui sont immatriculées, mais nous avons uniquement 270 000 assurés primaires dont les droits sont ouverts parce qu'ils se sont acquittés de manière régulière de leurs cotisations. C'est normal parce que le régime vient de commencer et que parfois les gens disent je vais attendre un peu parce que je vais avoir un dossier de remboursement, je vais dès lors aller et payer ma cotisation. Le message que je voudrais passer, peut-être deux messages. Le premier, c'est qu'il ne faut pas attendre parce que, les aléas peuvent survenir à n'importe quel moment. Et que ce régime-là, il ne faut pas oublier que c'est un régime contributif qui est basé sur la solidarité. C'est-à-dire vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous payez pour quelqu'un qui est en mauvaise santé ou quelqu'un qui a un âge plus avancé. Un jour, vous-même, vous aurez besoin de cette assurance maladie ou un de vos proches. Donc, il est très important que tout le monde contribue à ce système-là. Alors, le deuxième message, c'est que nous allons, de toute manière, enclencher les actions de recouvrement forcé le moment venu. Alors, et dès lors, les gens vont à la fois payer le principal, mais également les pénalités et les majorations. Donc nous invitons l'ensemble des travailleurs non salariés qui sont immatriculés à payer leurs cotisations pour qu'ils puissent effectivement bénéficier de leurs droits et adhérer de manière beaucoup plus active au régime. Alors, nous avons toute une procédure de recouvrement qui va d'un rappel amiable, c'est-à-dire nous avons un centre d'appel qui fait à peu près 7000 appels par jour. Ça ne donne pas beaucoup de résultats, semble-t-il. Ça ne donne pas encore beaucoup de résultats. Mais vous savez, les premières catégories les plus importantes ont commencé à adhérer au régime au mois d'avril ou au mois de mai. Donc on n'a pas encore un historique qui est très, très, très lent. Mais ça commence à s'améliorer. Donc on commence par une procédure amiable. Mais après, on passe à une procédure de recouvrement forcé qui consiste à envoyer un état de produit, à envoyer un dernier avis sans frais, un commandement, puis après aller même vers la saisie arrêt lorsque cela s'impose. Donc, nous privilégions aujourd'hui l'approche amiable, mais nous invitons l'ensemble de nos assurés, travailleurs non salariés, à s'acquitter de leurs cotisations. C'est un projet qui a été attendu par les Marocains depuis des décennies. Des décennies. Parce que, encore une fois, la protection sociale excluait 60% des Marocains. Donc 60% des Marocains qui, face à la maladie, étaient démunis. Face à la vieillesse, n'avaient pas de revenus parce qu'ils n'avaient pas de pension. Et donc maintenant que ce grand chantier est lancé, il faut y adhérer. Alors, il nous reste 2 minutes pour la première partie. Si vous voulez que je voudrais rester sur cette question de droit fermé. Il y a des entreprises, donc nous sommes en période de sortie de crise, des entreprises qui ne s'acquittent pas donc de leurs cotisations, de ce qu'elles doivent payer, mais leurs salariés qui sont assurés ont leurs droits qui sont fermés. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas de solution à ça? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice quelque part là-dessus? Vous savez, pour garder l'équilibre d'un régime, il est important que les cotisations soient payées. Parce que la pire des choses serait de promettre des droits qu'on ne peut pas tenir. Et aujourd'hui, la loi est claire. Le bénéfice de l'AMO est subordonné au paiement de la cotisation. Donc nous faisons ça avec beaucoup de tact, c'est-à-dire avec beaucoup de discernement, mais je pense que les affiliés doivent s'acquitter de leurs cotisations. D'ailleurs, nous avons fait une opération d'exonération sur les pénalités et sur les astreintes, à la fois pour les créances qui datent de 2016 et avant et pour les créances qui datent de 2020 et avant. Cette opération se termine à la fin de cette année, donc j'invite encore une fois les affiliés qui ont une créance à venir à la CNSS. Ils pourront à la fois bénéficier de l'exonération partielle ou totale des pénalités astreintes, mais également d'un étalement de facilité de paiement pour payer la créance principale.
D'accord. Donc, je vois que vous voulez poser une question, Moustapha Sahimi. On se retrouve dans quelques instants après la pause. La moitié de l'émission est déjà passée. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie du débrief consacré à la généralisation de la protection sociale. Avec nous sur le plateau, M. Hassan Boubrek, directeur général de la CNSS, et Si Moustapha Sahimi, qui s'apprêtait à poser une question juste avant la pause. Une double question, si vous permettez. La première, vous avez parlé de recouvrement et donc de l'effort que fait votre institution pour sensibiliser les entreprises par déclaration de travail, etc. Mais c'est une invitation formelle. On n'avait pas de moyens, en vérité, d'aller plus loin. Ça, c'est le travail peut-être du ministère du Travail, des inspections du travail, qui doivent sur place, sur le terrain, voir avec des contrôles qui est couvert ou pas, etc. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez fait référence au budget de la CNSS qui est de 2,4 milliards de dirhams, si j'ai bien retenu. À côté de ça, il y a autre chose. Il y a un budget, il y a des réserves. Il y a des réserves qui sont celles de la CNSS, dont on ne parle pas beaucoup. Ma question, c'est de savoir, ces réserves, c'est quel montant et comment elles sont optimisées en termes financiers. S'agissant de votre première question concernant le recouvrement, nous avons également un corps d'inspecteurs et de contrôleurs. Il y a bien sûr les inspecteurs du travail, mais la loi 72 qui régit la CNSS prévoit un corps d'inspecteurs et de contrôleurs qui a un certain nombre de pouvoirs, qu'il faut d'ailleurs renforcer par la loi elle-même. Et nous avons un projet aujourd'hui de texte qui va dans ce sens-là. Alors après, nous avons aussi nos propres moyens, nos process et les moyens que nous dédions à cette activité d'inspection et de contrôle et de recouvrement. Et nous avons beaucoup renforcé ce corps-là sur l'année dernière. On a recruté une centaine d'inspecteurs et contrôleurs en net, c'est-à-dire, donc on avait un corps qui comptait 140 à peu près inspecteurs, on en a 240. Et on a un programme de recrutement pour aller jusqu'à 400-450 inspecteurs et contrôleurs. Ils sont tous déclarés à la CNSS. Ils sont tous déclarés à la CNSS. Et c'est suffisant? Alors, 400. À 400-450, ça devient suffisant parce que dans le travail d'inspection et de contrôle, il y a bien sûr l'élément humain qui est important, mais il y a aussi le recoupement de l'information avec d'autres administrations et le ciblage qui est très important. Alors, en matière de mission d'inspection et de contrôle, en 2019, on avait fait à peu près 2000 missions pendant toute l'année, un peu moins. Cette année, on est déjà à 5000 missions d'inspection et de contrôle. Donc nous renforçons ce dispositif-là. Et je pense qu'il est important parce qu'il faut absolument lutter contre l'évasion sociale. Quel est le taux d'efficience de ces 5000 missions? Qu'est-ce que ça donne comme retour? Alors, ça donne des retours assez intéressants en matière à la fois de salariés qui sont redressés, c'est-à-dire qu'on immatricule, mais également en termes de montants qui sont recouvrés. Mais encore ce que je dis, c'est pourquoi c'est très important. Deux choses. Un, c'est que quand vous faites de la fraude sociale ou de l'évasion sociale, au fait, c'est des droits de salariés que vous êtes en train de prendre, de supprimer. C'est des gens qui ne bénéficient pas de l'amour ou qui demain ne bénéficient pas de la pension comme il se doit. Et donc, on est vraiment dans quelqu'un qui va porter atteinte aux droits de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de salariés. La deuxième chose, c'est que, évidemment, même du point de vue de la concurrence saine et de la transparence, l'évasion sociale et la fraude sociale n'est pas admissible. Et donc, nous ferons tout pour lutter contre cela avec 2 ou 3 moyens. Premier, c'est la partie réglementaire et légale que nous allons renforcer. La deuxième, c'est nos propres ressources internes et nos corps d'inspecteurs, contrôleurs que nous sommes en train de renforcer de manière très significative. Et 3, l'investissement, là encore, dans des moyens de ciblage, d'analyse des données, d'échange de données avec les différentes administrations dans la direction générale des impôts, mais pas que. Alors, ma deuxième question, question. Alors, la deuxième question concernant les réserves, nous avons à peu près des réserves de 39 milliards de dirhams pour l'assurance maladie obligatoire et des réserves à peu près de 65 milliards de dirhams pour la partie régime général. Alors,
Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les réserves sur le régime général, parce que le texte nous oblige depuis longtemps à les déposer à la CDG. À ma connaissance, le régime de retraite de la CNSS est peut-être le régime unique dans le monde qui a une obligation de déposer l'ensemble de ses réserves et de les investir sous forme d'un dépôt dans une institution financière. La CNSS a une mission d'assurance, la CDG a une mission globalement, on va dire, de développement socio-économique. Donc c'est une complémentarité entre deux grands organismes d'État. La CDG est un établissement très important, financier très important, qu'il faut sauvegarder, dont il faut avoir en tête l'intérêt, qui est aussi l'intérêt de la collectivité et l'intérêt global. Mais là, encore une fois, je pense qu'il faut aussi voir l'intérêt des régimes de retraite. La CNSS est le seul régime qui est soumis à cette obligation. Le RCR, qui est un régime de retraite géré par la CDG, n'est pas soumis à cette obligation. Le RCR dispose de ses propres actifs, d'un portefeuille d'actifs. C'est les mêmes réserves. C'est des réserves plus importantes pour le RCR. Pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi la CNSS fait l'objet de ce cas particulier? À notre question de protection, c'est ça qui est l'objectif même. Donc on va répondre à la question, après on revient à notre sujet. Mais je ne suis pas en dehors du sujet, parce que comme c'est la protection sociale, il faut que l'argent social des cotisations soit optimisé et pas réduit à un taux de 2,6%. Voilà ma question. Alors, cette situation se justifiait à un moment donné. Dans les années 70, on n'avait pas un marché financier qui est ce qu'il est aujourd'hui. Nous n'avions pas des possibilités d'investissement. Il y avait des besoins aussi d'investissement de l'État qui étaient importants. Et ça avait beaucoup de sens de confier la gestion sous forme de dépôt. Il y avait aussi une gouvernance qui était assez particulière. Et donc, ça a plutôt sauvegardé les intérêts de la CNSS. Mais cette situation qui était justifiée à un moment donné n'est plus justifiée au moins depuis une vingtaine d'années. Et donc, je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Et je pense qu'on le fera, encore une fois, dans le consensus et dans la concertation. Nous discutons avec la CDG, nous discutons avec le ministère des Finances. Et je pense que pour la première fois, nous avons des oreilles attentives à la fois au niveau de la CDG et au niveau du ministère des Finances pour faire bouger les lignes sur ce sujet. En tous les cas, il y a un arbitrage qui devra être fait au niveau de l'État, connaissant la mission de la CDG, qui s'inscrit dans les grandes priorités de l'État, aussi qui sont l'eau, qui sont la transition énergétique, qui sont d'autres sujets. Mais là, on ne va pas s'éloigner de notre sujet. On revient. Alors, quels sont, puisque votre campagne de sensibilisation et de communication autour de ce méga projet de protection sociale tourne autour des ramédistes, quels sont les véritables avantages qui leur seront procurés par ce nouveau système? Comme vous le savez... Ils n'avaient pas, bien entendu, dans le système d'avant. Comme vous le savez, le RAMED était un système qui garantissait un accès gratuit, mais uniquement aux structures hospitalières publiques. Donc les ramédistes n'avaient pas la possibilité d'aller dans le privé. La deuxième chose, lorsqu'un ramédiste partait dans un hôpital public et que le médecin lui prescrivait une ordonnance pour acheter des médicaments, pour faire une radio, pour faire des analyses, il n'était pas remboursé sur ses frais. Ce qu'apporte aujourd'hui l'AMO Tadamon, c'est le même accès gratuit aux structures hospitalières et de santé publique. Mais en plus de cela, lorsque vous avez une ordonnance, vous vous faites rembourser dans les mêmes conditions et au même taux que l'AMO des TNS ou l'AMO des salariés. Et puis vous avez la possibilité d'aller voir un médecin privé en consultation ou d'aller dans une clinique privée pour recevoir vos soins. Alors vous payez bien sûr et après vous êtes remboursé, mais parfois lorsqu'il y a des maladies chroniques ou des ALD ou des opérations chirurgicales ou des choses comme ça, vous avez la possibilité de demander une prise en charge qui généralement est accordée. Et dans ce cas-là, vous ne payez que le reste à charge qui peut s'échelonner entre 30% jusqu'à presque 0% en fonction Alors, des... Un petit mot sur le taux de remboursement, de prise en charge. Alors, le taux de prise en charge normal, c'est 70%. Alors, les médicaments, bien sûr, c'est le prix public des médicaments. Et pour tout ce qui est actes, etc., c'est la tarification nationale de référence. Évidemment, si vous allez chez un médecin qui pratique des prix qui sont plus élevés, des honoraires plus élevés, vous ne pouvez être remboursé que en fonction de la TNR, de la tarification nationale de référence. Après, lorsque vous avez une ALD, une affection de longue durée, une affection chronique, vous pouvez être remboursé à des taux qui sont beaucoup plus élevés. Dialyse, par exemple, c'est 98%, donc c'est quasiment 100%. Ouais.
certains actes qui sont lourds peuvent être aussi remboursés jusqu'à 100%. Donc c'est en fonction des actes. La règle pour les médicaments et les actes normaux, c'est 70%. Alors, puisque vous parlez de dialyse, par exemple, et que cette réforme touche le Maroc entier dans sa globalité, comment faire pour réduire les inégalités de soins qu'il y a entre régions? Quelqu'un qui est dans une ville où il n'y a pas de structure hospitalière, de structure de soins, et qui a besoin de soins, qui a une maladie chronique ou avec des soins récurrents, des affections de longue durée, comme on les appelle, comment ça se passe et qu'est-ce qui a été prévu dans le temps? Parce que je suppose que ça ne va pas se faire dans le court terme. Cette grande réforme de l'assurance maladie obligatoire s'accompagne d'une autre réforme qui est aussi importante, voire plus importante, qui est celle du réforme du système de la santé. Donc, je pense qu'il y a des projets de loi qui sont passés, y compris concernant à la fois la gouvernance du secteur de la santé, avec la création de l'autorité de régulation, avec la création de l'agence des médicaments, etc., et du sang. Et il y a aussi la création des groupements de santé territoriaux. Donc il y a à la fois une refonte de la gouvernance et de la gestion du système de santé, notamment public, et un investissement historique, qu'on n'a pas vu par le passé, un effort budgétaire de l'État qui est colossal, justement, pour mettre à niveau le système de santé. La réforme aussi des conditions, de la loi sur les conditions d'exercice de la médecine, la réforme sur même le parcours, on a le fait d'avoir réduit de 7 ans à 6 ans la durée le cursus pour pouvoir former plus de médecins, pouvoir faire appel à des médecins étrangers, etc. Donc il y a un effort colossal qui est en train d'être fait. Il faut du temps pour cet effort-là. Pendant ce temps-là, il y a un décalage dans le temps entre la mise en place des deux réformes. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de prévu? On ne peut pas d'un clic créer un hôpital quelque part, on ne peut pas d'un clic former 30 000 médecins ou 20 000 médecins. Vous savez, donc c'est des choses qui prennent un peu plus de temps. Les choses s'améliorent. Il y a un effort qui est fait par l'État qui est extrêmement fort. Il y a un effort qui est fait par le privé, c'est-à-dire aujourd'hui l'investissement privé dans le secteur de la santé fait un boom. Et donc on verra des choses se développer très 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 rapidement. Après, notamment si vous parlez de la partie rurale, etc., l'effort de l'État sera toujours là, parce que si vous avez un petit village ou un certain nombre de villages qui sont dispersés, économiquement, le secteur privé n'irait pas nécessairement dans ces zones-là. Et donc éviter les déserts médicaux, c'est aussi une responsabilité de l'État, et je pense qu'il y a une stratégie globale pour cela. Alors, sur les petits sujets, par exemple de consultation, je pense qu'il y a aussi une autre voie qui est intéressante, c'est le développement de la télémédecine, qui peut être aussi être d'un apport assez conséquent, justement pour les gens qui sont dans des régions enclavées ou des régions dans lesquelles il n'y a pas de structure hospitalière. C'est bien, c'est sympathique la télémédecine, mais c'est un projet qui peut concerner qu'un monde urbain très sophistiqué et très digital. Je ne suis pas sûr que dans les territoires et dans les provinces du royaume, il y ait beaucoup de télémédecine. Cela dit, moi j'ai une question. Le problème de la carte sanitaire qui a été posée par Saad Bouster, fondamentalement c'est ça, le problème du politique de santé. Le problème de la carte sanitaire, c'est une carte sanitaire dont on parle beaucoup, qui n'est pas réglée du fait de résistance, vous le savez, de résistance, de corporatisme, il faut bien le dire, et du fait aussi que les régions n'assument pas leurs tâches pour ce qui est de la concrétisation d'une nouvelle politique de santé. Alors, ma question est celle-ci. Évidemment, vous allez me dire que ça dépend des politiques publiques et donc du gouvernement, mais pour ce qui est de la CNSS, est-ce que c'est un modèle unique de gestion et de bonne gestion et d'efficience installé au cœur du système, c'est le cœur du réacteur, ou est-ce que c'est un modèle qui peut inspirer d'autres caisses sociales qui n'ont pas toujours le même niveau d'efficience que votre caisse? Quand vous parlez de modèle, c'est-à-dire le modèle de la CNSS? Oui, il y a un modèle. Il y a aujourd'hui, fin 2022, il y a un modèle de caisse sociale qui est la CNSS. Du fait de grosses contraintes qui sont là, qu'elle a assurées, qu'elle assume et qui donnent satisfaction. Ma question, est-ce que, par ailleurs, les autres caisses et institutions sociales sont armées comme vous, ou est-ce qu'elles peuvent être inspirées par ce que vous faites?
Alors, si vous prenez par exemple l'assurance maladie obligatoire, vous avez essentiellement deux caisses, c'est-à-dire il y a la CNSS et il y a la CNOPS. Je pense que la CNOPS gère la partie publique convenablement depuis longtemps. Alors, la loi cadre parle effectivement d'une unicité du gestionnaire. Bon, c'est des choses, c'est pas la priorité aujourd'hui. Je pense que la priorité pour nous, en tout cas, CNSS, ça c'est une décision politique du gouvernement. Notre priorité à nous, c'est que nous réussissions cette transition qui est sans précédent. C'est-à-dire passer, voire tripler, voire quadrupler notre activité en très peu de temps, c'est-à-dire moins de 24 mois, le faire sans discontinuité du service public que nous rendons, le faire sans détériorer la qualité du service. Vous avez parlé des délais. Nous avions un délai moyen de remboursement qui était de 10 jours, 10 jours avant. Il est de 5 jours maintenant. 8 jours. 8 jours. Nous sommes descendus à 8 jours, alors que nous avons augmenté notre activité. Et alors que nous avons mis en place un réseau de collecte des dossiers maladies à travers le réseau de proximité, donc qui ajoute des délais dans la chaîne logistique de traitement de ces dossiers-là. Donc notre priorité pour nous aujourd'hui, c'est ça. Et je pense que nous avons beaucoup à faire déjà dans ce domaine. On a donné des bons points à la CNSS. Il y a un autre point peut-être plus équivoque. Comment vous avez traité le contentieux des 8 polycliniques de la CNSS qui a été un boulet pendant des années, sinon des décennies? Alors, ces unités médicales ou polycliniques, on a 13 en tout. Elles dégagent du déficit depuis toujours. On dégageait les dernières années quelque chose comme 250 millions de dirhams à peu près de déficit par an sur l'ensemble des unités médicales. Ça vous paraît normal que des polycliniques, 8 polycliniques accusent un déficit de 150 millions de dirhams? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et c'est pour ça qu'on travaille sur un plan pour les redresser. Ce plan-là consiste en deux choses. D'abord, nous travaillons sur un projet de filialisation de ces polycliniques. Donc, on crée une société d'exploitation qui va prendre l'exploitation de ces polycliniques. Parce que la CNSS, en direct, n'est pas un réceptacle logique ou normal pour cette activité. N'a pas vocation à gérer des établissements en direct. Mais oui. Et donc, à la fois, l'environnement de la CNSS, sa lourdeur, ses règles de gestion, ne peuvent pas s'appliquer à ces polycliniques et constituent effectivement un boulet pour les polycliniques. La deuxième chose, c'est que nous avons à la fois un plan d'investissement pour ces unités médicales et un plan d'action de redressement concret qui va s'étaler sur 3 ou 4 ans et qui nous permettra, Inch'Allah, de réduire ce déficit-là, voire retourner à un équilibre au moins de l'EBITDA, c'est-à-dire si on ne retrouve pas un équilibre global, au moins un équilibre d'exploitation, et à l'horizon à peu près de 3 ans. Il y a un vrai besoin. Ces polycliniques sont dans des régions et dans des zones qui sont porteuses. À Casablanca, vous avez des polycliniques qui ont une image extraordinaire. Il y a aussi un personnel qui est dévoué. Et franchement, c'est-à-dire les gens gardent une image qui est bonne, et à la fois du personnel et de la qualité de service de ces polycliniques. Maintenant, ils ont besoin à la fois de plus d'investissement, ils ont besoin d'une prise en main en termes de gestion, avec tracer des objectifs très clairs et les suivre de manière rigoureuse. Nous avons commencé. Cette année, on va faire en recette la meilleure année historique pour les polycliniques. Et je pense que le déficit de 250 millions de dirhams va être réduit considérablement. Ça veut dire qu'on peut faire des choses avec ces unités médicales. Après, il y a la question de la filialisation pour qu'elle ne soit pas gérée en direct, et par la suite, effectivement, l'investissement et le redressement de ces unités médicales. Est-ce que vous ne craignez pas d'être un peu dépassé par le choix que pourraient faire les nouveaux assurés d'aller vers le privé, c'est-à-dire de délaisser les hôpitaux? On connaît la qualité de nos hôpitaux publics. Les hôpitaux, les cliniques CNSS sont de meilleures factures. Avec l'éclosion des cliniques privées un peu partout dans le royaume, est-ce que vous ne pensez pas, est-ce qu'on ne craignait pas d'être un peu dépassé par ça, qu'il y ait un choix vers les cliniques privées, quitte à payer une différence? Une des vertus de l'assurance maladie obligatoire et de ce nouveau système, c'est que ça crée une transparence et ça crée de l'émulation entre différentes structures hospitalières. L'assurance maladie va être l'un des principaux financeurs du secteur de la santé, comme ça se passe ailleurs où l'assurance maladie est généralisée. Et donc, une structure qui ne fonctionne pas bien, les patients iront ailleurs. Et donc,
aura moins de moyens. C'est la loi du marché. C'est la loi du... À la carte. Voilà, la liberté de choix pour les patients et inciter les différentes structures à se mettre à niveau. Moi, je ne suis pas, franchement, je ne suis pas pessimiste, y compris sur le secteur public. Franchement, il y a c'est une question de temps. Voilà. C'est une question de temps. Et je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui qui est là. Et à la fois les budgets, le cadre global de gouvernance et de gestion est en train de changer de manière radicale. Et je pense que ça sera, Inch'Allah, une bonne chose. Mais encore une fois, l'une des vertus du système de l'AMO, c'est cette transparence qui s'installe dans la facturation, dans les moyens et l'émulation qui est créée entre différents établissements. Tout à l'heure, avec Mostafa Sahimi, vous parliez de la data, de cette extraordinaire data qui est collectée. Il y a une autre data, donc c'est le RSU, le fameux registre social. Bon, il n'est pas encore achevé, il n'est pas encore tout à fait généralisé, mais quelle serait l'articulation, pour que les gens comprennent mieux, quelle serait l'articulation entre le système AMO et le système RSU, globalement, en attendant sa généralisation, bien entendu. Le RSU est un dispositif de ciblage. C'est-à-dire qu'il vous permet, avec une fiabilité beaucoup plus importante que les processus que nous avons aujourd'hui avec les commissions locales, etc., de cibler les véritables personnes qui ont besoin d'une aide de l'État et qui ont besoin d'entrer dans un programme de l'État. L'AMO Tadamon, c'est l'État qui paye. Et donc, il faut que le ciblage soit précis. Et donc, nous avons aujourd'hui immatriculé tout le stock des bénéficiaires du RAMED, le stock avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. Par la suite, les gens qui vont entrer dans l'AMO Tadamon entreront à travers le RSU, c'est-à-dire qu'ils auront besoin d'aller vers le RSU. Et si leur score est en dessous du seuil qui a été fixé, ils seront éligibles à l'AMO. C'est un travail qui a été utile malgré tout, parce que ça donne une base de données brute maintenant qui va être affinée pour le RSU, etc. Peut-être une question, on a beaucoup parlé des salariés marocains. Qu'en est-il des salariés étrangers? Alors, ça dépend. Des travailleurs étrangers. Est-ce qu'il y a des conventions internationales? Comment ça se passe? Nous avons des conventions avec pas mal de pays. Et donc, ces conventions définissent le cadre précis dans lequel ces salariés sont soit soumis au régime marocain, soit continuent de suivre le régime d'origine. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, nous avons toute une structure qui gère chez nous ce qu'on appelle le régime conventionnel. C'est l'ensemble de ces conventions. Alors, de mémoire, nous avons peut-être une quinzaine, plus d'une quinzaine de conventions qui sont aujourd'hui en vigueur et qui fonctionnent bien. D'ailleurs, nous faisons pas mal d'actions de sensibilisation d'un côté et de l'autre, justement pour que les gens qui sont là puissent mieux bénéficier de leurs droits. Peut-être une question à laquelle vous n'allez pas répondre, mais je vous la pose quand même. Pourquoi la poser alors? Le défi, c'est le Maroc social. C'est ça la grande aventure, les grands chantiers, et ça laisse de côté les clivages partisans, politiques, etc. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça, que le grand challenge, c'est le Maroc social auquel tout le monde adhère, et qui est la grande vision royale formulée depuis 2020 d'ailleurs? Je pense que c'est l'un des défis majeurs, effectivement, au niveau de notre pays. Et il y a d'autres défis qui sont aussi portés par cette vision royale, notamment celui du secteur de l'éducation, qui est aussi un chantier majeur et qui détermine. Mais ça rentre dans le social. Ça rentre dans le social. Et nous avons l'investissement. La partie investissement et économie aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Notre temps, Mostafa Sahimi, est écoulé. Vous avez dit que le défi, c'est le Maroc social. La fierté aussi, c'est le Maroc tout court. Merci Hassan Boubrek d'avoir répondu à nos questions. Merci Mostafa Sahimi d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.